Bonjour à tous, c'est moi qui vais vous introduire le sujet en compagnie de Laetitia et de Justus ici présents. Donc en guise d'introduction, je me présente rapidement. Je suis Sarah, je suis en charge du marketing et responsable du marketing chez Anjaro. Et Anjaro, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est un éditeur de logiciels SaaS et on travaille aujourd'hui avec des grands groupes, notamment et principalement sur le marché français, des grands groupes comme Compass, Sodexo, Starbucks, Castorama pour ne citer que. Et qu'est-ce que Anjaro fait concrètement au quotidien? On permet aujourd'hui à nos clients d'avoir une vue exhaustive et instantanée sur leur vivier de personnel disponible en interne et en externe si nécessaire pour pallier à des absences de courte durée. Donc le but c'est vraiment d'apporter une réponse rapide et aujourd'hui en 25 secondes pour donner un peu plus de concret, on est capable de trouver une ressource sur notre plateforme pour des besoins de courte durée. Donc, si je vous donne un exemple concret, je me mets à la place de Sophie. Sophie qui est responsable du rayon jardin chez Castorama. Sophie se lève le matin, elle a deux ressources disponibles, deux ressources absentes, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte sur Anjaro, elle vient consulter le vivier disponible, trouver une ressource disponible selon ses critères de compétences, selon votre grille de compétences, la localisation géographique de la ressource et elle vient trouver quelqu'un dans l'urgence pour remplacer sa ressource manquante du matin. Donc ça, c'est concrètement ce qu'Anjaro fait. C'est ma casquette marketing. Donc maintenant, j'enlève cette casquette-là. Le but, c'est qu'on rentre dans une animation et dans une table ronde à 3. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec Laetitia Vito. Laetitia, tu es conférencière sur le Future of Work. Donc merci d'avoir répondu présente pour ce point aujourd'hui et pour cet échange qui, je suis sûre, va être très riche. Merci pour l'invitation. On a Justus Geist, qui est Chief Operating Officer chez Anjaro, qui participe également à cette table ronde. Bonjour Justus. Et Justus, c'est un peu notre invité mystère et surprise du jour, puisque c'est Quentin, notre CEO, qui aurait dû prendre le relais aujourd'hui sur cet échange, mais Quentin est en passe de devenir papa à l'heure où on se parle. Donc bien évidemment, on lui envoie beaucoup de belles ondes aujourd'hui et Justus a bien accepté de prendre le relais sur cette session. Donc merci à toi de prendre le relais. Oh, bien sûr, on est tous très agiles ici, donc on va essayer de faire avec le remplaçant aujourd'hui. Tu es le remplaçant du jour, voilà, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve autour de cette table ronde pour parler du sujet pénurie de profils, pénurie de talents. On le sait et on le sait tous les trois et je pense que si vous êtes aussi nombreux à nous rejoindre aujourd'hui, c'est que vous devez être aussi confrontés de près ou de loin à cette problématique-là. Mais c'est un sujet qui est assez prégnant aujourd'hui dans l'actualité. Et on parle énormément du secteur pénurique de l'hôtellerie-restauration qui a subi un gros choc là après la période du Covid, avec plus de 200 000 collaborateurs qui manquaient à l'appel à la rentrée de septembre. Mais bien évidemment, ce sujet-là de pénurie, il est prégnant aussi dans d'autres verticales et d'autres secteurs de marché. Et on parle du transport, de la logistique, du retail, du médico-social également, pour ne citer que. Donc le point et le but de cette table ronde aujourd'hui, c'est un peu d'échanger autour de ça, de faire un état des lieux de ce qui se passe à date et de la situation à date sur le marché de l'emploi et dans les organisations et de voir comment les organisations et notamment la fonction RH peut pallier et changer son regard face à ça demain.
Avant qu'on démarre, et pour information, vous avez donc le chat disponible à droite de votre écran. Si vous avez la moindre question ou interrogation, le but c'est que cet échange soit très interactif. On est là pour, voilà, on est en table ronde, on est 3 face à vous. C'est aussi le but c'est de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on y répondra en fin de session. Comme ça, on a une session de 10-15 minutes, session questions-réponses en fin de webinaire. Ok, on est bon? On démarre? Donc, sur cette base là de pénurie de compétences, et je passe les slides suivantes. Et là, je m'adresse à vous deux, c'est quel est l'état des lieux aujourd'hui qu'on peut faire à l'échelle mondiale et de la France sur l'emploi et sur la pénurie des profils? Et Laetitia, peut-être que tu peux démarrer et prendre la main. Oui, je peux démarrer avec plaisir. Le mot pénurie, il peut toujours être discuté parce que quand on emploie ce mot pénurie, il y a toujours des gens pour dire mais oui, mais il y a des gens qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui voudraient travailler, qui seraient disponibles, mais qui sont empêchés pour une raison ou une autre de travailler ou qui ne sont perçus par les recruteurs comme ne faisant pas partie du vivier. Donc ça, je tiens à préciser que derrière le mot pénurie, il y a beaucoup de discussions à avoir qui sont intéressantes et pertinentes. Il y a cette année un tas de problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande qui sont très aigus et très forts dans énormément de domaines. Beaucoup, évidemment, tu l'as dit, Sarah, dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, c'est quelque chose de très, très visible. On le voit partout. On voit des affiches de gens qui manquent dans les cuisines. On le sait que le personnel soignant, il y a beaucoup de gens qui ont démissionné, qui sont partis. Il y a beaucoup de difficultés de recrutement. On le sait que pour ce qui est des auxiliaires de vie et puis de l'ensemble, finalement, des travailleurs domestiques, il manque beaucoup de gens à l'appel. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens en dehors de les cols blancs, ingénieurs, dont on parle plus souvent et plus volontiers dans les médias. En fait, c'est quasiment tous les secteurs qui sont touchés avec des problèmes ou des problématiques légèrement différentes parfois, mais qui concernent toujours cette histoire d'adéquation offre et demande. Alors, il y a évidemment un tournant cette année. Après 1 an et demi de crise sanitaire, il y a des choses très, très difficiles et qui se sont durcies. La situation qui est inédite dans cette crise 2020-2021, c'est que les problèmes viennent de l'offre et pas de la demande. Dans l'ensemble de l'économie, jusqu'à la dernière crise qu'on a connue, c'était du côté de la demande qu'on regardait les choses. On se disait, il faut soutenir la demande. Et là, tous les problèmes qu'il s'agisse de la pénurie de composants qui affectent le secteur automobile, je vis, où il y a beaucoup d'usines qui sont à l'arrêt et donc des gens qui sont en chômage partiel, et il y a vraiment des choses qui sont complètement à l'arrêt, qui vont avoir un impact ensuite sur d'autres secteurs parce qu'avec des effets comme ça à la chaîne. Il y a la pénurie, il y a les problèmes d'énergie dont on parle beaucoup aussi, et tout ce qui cause cette crise d'approvisionnement, qui est très lié aussi parfois à un manque de main-d'œuvre, notamment pour les personnes pour conduire les camions. C'est ce qui est très, très dur en ce moment au Royaume-Uni. Et puis la pénurie de travailleurs. Là aussi, un autre exemple britannique, c'est celui du personnel. On parle de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui manquent pour ramasser les fruits et légumes. Alors ça, c'était déjà cet été, et donc assurer la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Et puis pour abattre les animaux. Donc les abattoirs dont on a beaucoup parlé pendant la période de pandémie parce qu'il y a eu des clusters viraux à certains moments. Et donc, il y a toujours une question de crise sanitaire, mais il y a en plus énormément, des milliers de gens qui manquent à l'appel. Et donc les Britanniques sont très inquiets parce qu'ils n'auront pas leur dinde de Noël. En tout cas, ils savent qu'il manquera des dindes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et il y a beaucoup d'animaux qui risquent d'être abattus d'être détruits sans pouvoir être exploités, sans qu'on puisse en manger la viande, ce qui choque beaucoup évidemment les consommateurs et les Britanniques dans leur ensemble. Donc, juste pour faire un petit panorama complet sur les causes finalement, pourquoi est-ce qu'on a tant de... Pourquoi est-ce qu'on a tant de sujets? En fait, il y a un mélange de causes, il y a des éléments conjoncturels. D'abord, la crise sanitaire, évidemment, elle n'est pas terminée.
elle est loin d'être terminée. Et dans certains pays où la vaccination est moins importante, et puis dans certains pays, et puis dans certains secteurs où l'exposition et le danger est plus important, eh bien ça a un impact très concret sur le nombre de personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas. On a eu énormément de retraites anticipées, c'est-à-dire des personnes qui se considèrent comme un peu fragiles ou qui sont fatiguées, ont plus envie de travailler, qui disent c'est pas grave, je vais, et notamment c'est très vrai aux États-Unis, il y a eu des millions de départs à la retraite anticipés à la faveur de cette crise où ils se sont dit c'est pas grave, je vais peut-être gagner un tout petit peu moins en retraite, mais je m'en sortirai, je me débrouillerai autrement, ça vaut le coup, changement de vie, je pars à la retraite. Et donc, à l'échelle de l'ensemble du marché, on parle de millions de gens. C'est le cas en Europe, on a moins de chiffres sur les départs à la retraite anticipés, mais il y en a aussi de manière un peu plus importante que les années habituelles. Ensuite, il y a eu des reconversions, évidemment, évidemment, le chômage partiel qui a affecté un tiers de la population active pendant les confinements de 2020, notamment le premier. On a tous les hôtels, les restaurants, etc., qui ont fermé quasiment du jour au lendemain. Après quelques mois de chômage partiel, il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont passés à autre chose, ont entamé une reconversion, un changement professionnel. Et après, évidemment, ils ne reviennent pas dans leur secteur d'origine, dans leur métier d'origine, parce que ce sont des métiers pas forcément bien rémunérés, avec des horaires difficiles, travailler le soir, le week-end, la nuit. Une fois qu'on a investi de son temps et de son temps pour pas autre chose, cette transition, on ne va pas revenir en arrière. Et donc là, il y a une espèce d'inadéquation très forte entre l'offre et la demande. On peut rajouter que il y a eu des problèmes de santé physique, santé mentale, des gens qui ont été en burn-out, en situation d'anxiété très forte. Il y a des gens qui ont là aussi quitté momentanément, temporairement ou de manière assez longue le marché de l'emploi. Ça fait aussi des gens qui manquent. Et puis enfin, deux derniers grands éléments essentiels, c'est la question des infrastructures, pour reprendre le mot utilisé par le président américain Biden, qui a tenté au Congrès de passer un plan très ambitieux qui vise à soutenir l'ensemble des travailleurs et notamment des travailleuses, ces femmes mères de famille qui ont dû s'arrêter de travailler, quel que soit leur job, qu'elles soient comptables ou qu'elles soient travailleurs sociales, pour s'occuper d'enfants parce que les écoles sont restées fermées très longtemps. Les crèches ne sont toujours pas à 100% des capacités. Donc, aux États-Unis, sur le marché américain, on est à 80% des capacités parce qu'il y a des crèches qui ont fait faillite pendant la période et que c'est très difficile pour les crèches de recruter du personnel pour garder les enfants. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui se nourrit. Et donc, aider ces femmes-là à retourner dans l'emploi, et elles veulent travailler, eh bien, ça requiert des investissements d'infrastructures. Il y a même un problème à moindre échelle en Europe aussi. Mine de rien, pendant les confinements, les écoles ont fermé et la charge parentale a pesé de manière très majoritaire sur les femmes actives, quel que soit là aussi leur emploi. Et dans un pays comme l'Allemagne, par rapport à la France, les écoles ont fermé, se sont faites à distance beaucoup plus longtemps qu'en France, ce qui a un impact très durable là aussi sur le marché de l'emploi et sur les inégalités hommes-femmes et leur possibilité d'accéder à l'emploi. Donc ça, c'est les conditions, ça c'est les phénomènes conjoncturels, les éléments conjoncturels, mais il y a aussi des éléments plus structurels, ou en tout cas dont on peut penser qu'ils vont durer. Alors, même la crise sanitaire, elle dure, hélas, elle n'est pas que conjoncturelle parce que ça dure. Mais il y a d'autres raisons. Il y a, alors, je parlais des infrastructures. Effectivement, c'est un projet de très, très long terme qui vise à modifier structurellement notre système scolaire, etc., pour soutenir les personnes qui veulent travailler plus, et notamment les mères de famille. La deuxième chose, c'est, par exemple, la question de la fiscalité, je l'ai un petit peu évoqué, c'est qu'il y a des systèmes fiscaux qui visent en fait à avoir un calcul qui se base sur le foyer et pas sur les individus. Ça, c'est des choses qui sont des choses, comment dire, politiques, sociétales, qui ont un impact plus important sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et qui peut permettre de débloquer une vie de travailleurs, de travailleuses beaucoup plus important. J'en parlais avec Justus juste avant. En Allemagne, plus de deux tiers des mères sont à temps partiel. Or, largement plus de la moitié aimeraient travailler à temps plein si c'était possible, si le système scolaire le permettait, si c'était facile de faire garder ses enfants, etc. Ça veut dire que là, il y a un vivier extrêmement important à débloquer, ou dans un contexte pénurique, on voit que là, il y a un sujet politique derrière.
Il y a des questions évidemment de formation, mais quand on parle de pénurie, on parle toujours de formation. Or, en fait, la formation, c'est pas forcément le sujet central, mais il n'empêche que sur certains métiers, il y a des efforts à faire sur ce sujet-là. Et puis, de manière peut-être plus importante, sur les questions de structurelles, sur les éléments structurels, il y a la question du logement. Ce que ça coûte à un foyer de se loger, surtout quand il faut se déplacer vers une grande ville où il y a un travail qui vous est proposé. Le coût de logement a augmenté beaucoup plus vite que les revenus qui sont proposés. Et donc, dans certaines régions où c'est très difficile d'accès à un bail parce que c'est très cher et qu'il y a très peu d'offres sur le marché, quand l'offre d'emploi qui vous est faite avec un salaire qui n'est pas très élevé ne correspond pas, ben vous avez un emploi qui n'est pas suffisamment attractif, tout simplement. Donc, du coup, vous ne pouvez vous tourner avec ce salaire-là que vers des viviers de gens qui sont déjà sur place, qui habitent chez leurs parents ou que sais-je, qui ont des possibilités de se débrouiller. Mais ça empêche une mobilité géographique beaucoup plus importante. On pourrait avoir des gens qui sont sans emploi quelque part, mais ne peuvent pas venir par Bordeaux. Besoin de main-d'œuvre. Donc la question, cette question de mobilité géographique reste un très grand frein et le logement, là aussi, ça dépasse le sujet des entreprises ou des individus. Il y a des politiques à mener et puis peut-être des combats aussi à mener, mais c'est quelque chose que les entreprises doivent avoir en tête parce que parfois cette inadéquation a des raisons comme ça très simples. Et puis enfin, dernière chose, évidemment, les questions démographiques. On a parlé un tout petit peu des départs à la retraite. On le sait, toutes les générations du baby-boom commencent à arriver vers la population vieillit très vite, donc il va y avoir moins d'actifs, mais il y a aussi des vies qui sont plus longues. On a gagné 2-3 ans de vie toutes les décennies, donc on va vivre et travailler probablement plus longtemps, et on va casser un peu cette linéarité, cette linéarité de la carrière qui était toujours fixe et qui nous oblige aussi à beaucoup repenser les choses. Avoir 50 ans, ça n'est pas être senior. Il faut arrêter d'utiliser le mot senior à propos des gens de 50 ans, puisque ce sera peu ou prou l'âge médian de la population d'ici quelques années. Donc on n'est pas senior si on est au milieu, en fait. C'est un peu absurde, et c'est pourtant le cas aujourd'hui. Ce sont des gens très expérimentés d'ailleurs. Donc, le mot senior, c'est péjoratif par rapport de l'apport qu'ils ont, pas que à l'entreprise, mais à la société. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est super intéressant ce que vous dites. Laetitia, si j'entends, il y a vraiment un shift entre offre et demande. C'est représenté ici aussi dans les chiffres que vous voyez à l'écran, parce que on a une tendance ici en France qu'il y a, et vous voyez les chiffres ici affichés, 50% des périodes d'essai qui sont rompues. Et c'est une évolution des dernières années que vous voyez sur l'écran qui est énorme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les éléments qui étaient mentionnés par Laetitia avant, les gens qui travaillent dans des conditions difficiles dans les abattoirs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires ou si vous avez déjà travaillé dans des conditions pareilles qui sont extrêmement dures, dans des conditions qui ne sont des fois insalubres ou dans des conditions qui ne sont pas en adéquation avec vos attentes, à la fois salariales ou mentionnées par Laetitia avant, peut-être pas dans des endroits qui sont faciles d'accès à vous ou aux personnes qui travaillent. Bon, ça veut dire que plus simplement, vous avez plus besoin juste de remplir une tâche, remplir une mission. Non, vous avez le choix. Et aujourd'hui, avec la pénurie, comme c'était évoqué par Sarah et Laetitia au début, ça veut dire qu'il y a un choix pour vous d'arrêter faire ce travail-là, faire ces tâches et aller sur autre chose. Et on a vu ça avec la pandémie et ça avait un effet très marquant. On a vu des exemples aussi dans les médias. Des gens qui avaient vraiment du mal à recruter, qui ont du mal, qui avaient besoin d'adapter leur mode de recrutement, payer plus, donner des conditions de travail plus favorables parce que les gens, finalement, ils ont eu le choix de plus faire ce travail-là parce que c'était plus facile pour eux de trouver autre chose. Donc, cette changement de dynamique, presque un changement de paradigme du marché du travail a fait en sorte qu'il y a
maintenant un recours au recrutement massif continu parce que vous savez d'office que il y aura plus de gens à remplacer, qu'il y a plus de gens qui vont arrêter leur période d'essai et donc ça va vous, en RH, vous mettre dans un cercle, on peut l'appeler vicieux ou vertueux, de recrutement constant qui va et je pense, on va ça dans le chiffre, juste accélérer. Donc, si je peux rebondir un peu sur ce que vous avez dit tous les deux jusqu'à maintenant, ce qu'on constate, c'est que finalement, ces questions de pénurie et de main-d'œuvre, elles sont pas nouvelles. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui date d'il y a 2 mois ou d'il y a même 1 an. C'est quelque chose qui s'est inscrit sur le marché de l'emploi de manière mondiale, hein, pas juste sur la France, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, notamment avec l'émergence d'Internet, où on a vu ça a apporté énormément de changements sur le marché de l'emploi et la crise Covid qui vient apporter son lot supplémentaire de changements. Donc, partant de là, la société, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une instantanéisation de la société? Là, je me tourne vers toi, Justus. Qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, oui, on le constate tous au quotidien. Notre vie est transformée. J'imagine, je suis pas l'exception, mais plutôt le constant, la règle. Hein. Je commande sur Internet, je commande mes courses chez Carrefour ou Carrefour Drive. Je fais énormément de choses avec mon portable qu'on a tous à côté de nous. Hein. On est dans une société maintenant qui cherche l'instantanéité et qui demande l'instantanéité. Et cette instantanéité est nécessaire parce que il y a une habitude maintenant. On a pris l'habitude, on commande notre nourriture en 30 minutes. Il y a on va pas aller juste à la gratification immédiate, mais on est vraiment dans un monde et ça va juste s'accélérer de plus en plus où nous souhaitons d'avoir des réponses immédiates à toutes nos questions, tous nos besoins. Et ça se reflète dans le marché du travail. Et clairement, les sociétés, les entreprises, ils ont un besoin, un devoir ces dernières années de s'adapter. Et malheureusement, on le voit ici affiché sur l'écran, pour les entreprises, se flexibiliser voulait dire casser un peu le contrat social. Ça voulait dire que pour que je suis flexible, pour que je puisse m'adapter à mes consommateurs, aux différents cycles d'activité, la notion que j'ai, c'est il faut que je précarise, il faut que je pousse vers du CDD, vers du temps partiel, au lieu de dire il faut que je m'adapte, il faut que j'adapte les process, il faut que j'adapte mes process de recrutement, il faut que j'adapte mes process de rétention et comment je traite mes employés. Les sociétés ont plutôt les entreprises ont plutôt pris la partie des Uber et ils ont pris la partie de la gig economy si on utilise l'anglicisme. Et c'est là où pour moi il y a un peu un contrat social qui est un peu rompu entre travailleurs, employés et entreprises. Je ne sais pas, Laetitia, quelle est votre réaction, votre vision de tout cela? C'est vrai, c'était la tendance qui s'inscrivait jusqu'à la pandémie et ce qui change maintenant, ou c'est le tournant, c'est qu'à la fois une opportunité de reconsidérer tout ça, ce rapport de force, c'est que Uber se porte très mal, par exemple, en dehors des livraisons de repas, tout ce qui est le marché qui fait concurrence au taxi est en déclin très fort parce que il y a moins de clients,
donc moins de chauffeurs, donc les prix montent, etc. Donc c'est un espèce de cercle vicieux, de ce marché à deux faces. Et dans beaucoup de ces choses qui étaient instantanées, où on avait en effet la gratification immédiate, on ne voyait pas les petites mains qu'il y avait derrière et qui rendaient possible cette gratification immédiate. Et dans cette crise d'approvisionnement qui tout d'un coup rend visible les problèmes de l'offre, eh bien on voit qu'il y a des petites mains derrière et des petites mains qui parfois ne veulent plus jouer ce rôle invisible, bon marché et précaire. Et donc les prix montent, il manque des gens, les consommateurs apprennent à attendre. Aujourd'hui on achète une voiture, on attend, on doit attendre et on a un peu un moment de tournant comme ça où ce travail invisible redevient visible et sur certains marchés, alors que c'était vraiment très subventionné par l'argent levé par ces startups, c'était subventionné par le capital risque, en fait, on peut dire ça comme ça. Donc, c'était quasi gratuit, mais tout d'un coup, ça ne l'est plus. On voit qu'il y a du travail derrière. Donc, un exemple, c'est par exemple le travail dans les entrepôts Amazon. Les salaires proposés sont en train de monter. Donc, il y a une opportunité pour les travailleurs de remettre sur la table cette question du contrat social. Et dans certains pays, dans certains secteurs, on voit les frémissements positifs côté travailleurs parce que tout d'un coup, ils ont l'impression qu'ils sont davantage en position de force. Donc, ce travail pas cher et précaire qui rendait possible la gratification instantanée du consommateur n'est plus aussi facile que ça. C'est que maintenant, on se dit, non, il faut en fait quand même des vrais emplois, des avantages, de la protection sociale ou un salaire plus élevé, même quand il s'agit des micro-entrepreneurs. On a mis sur la table la question de la protection sociale au moment des confinements. Il y a eu pour la première fois des fonds de solidarité qui s'adressaient aux travailleurs indépendants. Donc même les micro-entrepreneurs ont bénéficié d'un certain nombre de protections qui n'existaient pas et qui du coup aujourd'hui peuvent être discutées, renégociées ou mises sur la table. Tu fais mention à ces startups qui ont créé cette nouvelle économie. Et justement, en Europe, Just Eat, pour ceux qui connaissent, qui font la livraison, ils ont fait le choix de CDIser leurs employés et versus un Uber qui est complètement dans l'ancienne manière de faire, si je peux me permettre. Et Just Eat, je pense, prend des gros parts de marché aussi en Europe parce que ils ont compris que le modèle social aussi ici est différent et on peut être performante en CDIsant ses employés. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites tous les deux, c'est que en gros, il y a des solutions pour flexibiliser sans précariser l'emploi derrière. Et je pense que vous êtes alignés tous les deux sur ce point-là. Du coup, si on parle un peu difficulté de recrutement aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas sur la problématique de dire, OK, on a des difficultés de recrutement, mais est-ce que c'est pas une mauvaise relation au final entre l'offre et la demande? Là, c'est une très forte conviction, Sarah. Tu le je sais, oui. Et oui, effectivement, je pense aujourd'hui, les entreprises, et on l'a mentionné rapidement avant, ils ont besoin de la flexibilité. Ils ont besoin de la flexibilité pour s'adapter aux différents cycles de l'offre, leur demande par rapport à leurs clients. On a mentionné avant, il y avait, c'est très clair, avant le Covid, il y avait autres crises qui ont aussi impacté les entreprises. Il y avait les gilets jaunes en France, il y avait les grèves de la SNCF, tout ça. Toute cette disruption, un peu des micro-disruptions, ça existe et ça va continuer d'exister et ça va continuer de nécessiter une flexibilité. Et donc, aujourd'hui, les sociétés, ils ont des process, les entreprises, ce sont des process de recrutement en place qui sont dans un autre espace-temps que le marché. Donc, il faut qu'on pense qu'aujourd'hui, un absent dans un magasin, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a le Covid, qui doit être remplacé parce qu'il y a une quantité de services à assurer, il faut que cette personne peut être remplacée au pied levé. Et les process de recrutement, donc ils sont structurés dans la plupart des entreprises, sont dans le temps long.
ils sont dans un recrutement structurel sur le long terme, qu'on a le temps de s'adapter à des plans de recrutement longs. Et ils ont pensé dans le passé que juste parce que j'ai une absence, que je fais face à des absences dans l'entreprise, bah, il faut que je fais recours à en urgence à des mécanismes qui ne sont pas qui ne sont pas des gens en CDI, qui ne sont pas des gens qui sont au sein de mon entreprise. Donc, il se tourne encore une fois vers la précarité, vers l'externe, où on dit aujourd'hui, les RH doivent s'adapter et doivent adapter leur process à ce nouvel monde. Ils peuvent se plus permettre, on a beaucoup parlé, Laetitia, vous connaissez beaucoup mieux que moi, les RH, vous êtes dedans depuis des dizaines d'années, avec l'expérience que vous avez, c'est une fonction qui s'est fait marginaliser pour moi, qui s'est fait dans beaucoup d'entreprises, se faire pousser vers une fonction de support, vers des exécutants purs, et sont vus par les opérations à cause des problèmes d'espace-temps parmi autres, pas comme des business partners, mais comme des gens qui sont là pour exécuter et pour supporter, soutenir le business, mais ils ont eu pas la capacité jusque-là de devenir un partenaire stratégique des opérationnels, des opérationnels, parce que l'espace-temps des deux sont complètement différentes. Et cette vision stratégique, elle est rendue plus difficile aussi par le fait que les RH, les responsables RH, leur scope d'action ne concerne que les salariés liés à l'entreprise avec un lien de subordination. C'est sur cette masse salariale qu'on peut travailler, proposer des plans de formation, etc., des mobilités, que sais-je. Et donc, en angle mort des RH, il y a tout ce qui n'est pas, toutes les personnes qui ne sont pas les salariés de l'entreprise et dont la part augmente sans qu'on sache à l'échelle de la direction des ressources humaines en mesurer l'évolution du ratio. En fait, la part des prestataires, consultants, freelance, intérimaires, etc., a tendance à augmenter depuis 40 ans, même 50 en fait. Mais on n'a pas forcément les indicateurs et on n'a pas forcément cette vision stratégique et globale de toutes les personnes avec des statuts différents qui contribuent, qui ne sont d'ailleurs pas... ce serait faux de dire que l'interne est pas précaire et l'externe est précaire. C'est pas du tout ça, parce que dans les externes, il y a des prestataires qui sont des consultants de cabinets qui sont très bien payés. Inversement, en interne, on a des emplois moins rémunérés. Donc c'est pas du tout, c'est pas ça, c'est pas ces dichotomies salariés non salariés ou bien interne externe. C'est au contraire, voilà, regardez en cercle concentrique l'ensemble des parties prenantes qui en fait sont des ressources humaines. Mais pour l'instant, voilà, il y a rien à la jonction entre la direction des achats qui achètent des prestations, comme si c'était pas des humains, des ressources humaines, et les ressources humaines qui s'occupent des salariés, rien que des salariés, Donc c'est là où il y a un tournant stratégique à avoir, qui est d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'ensemble des ressources humaines d'une entreprise. Donc, ce qu'on dit au final, et c'est ce que tu disais aussi en introduction, Laetitia, c'est qu'on a besoin de sortir d'un certain adéquationnisme aujourd'hui, et les entreprises doivent tendre vers une approche un peu plus flexible et pérenne pour assurer aussi une pérennité de l'entreprise sur le long terme. Donc, on voit un changement de paradigme, et je vais te laisser peut-être donner un peu plus d'éléments là-dessus, et il y a un changement d'espace-temps que le RH doit avoir et que Justus définissait juste avant. Changement de paradigme, Laetitia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Exactement. En fait, le monde dont on a hérité, c'est celui de ce que j'appelle la vie en 3 phases, où d'abord on se formait, ensuite on travaillait une bonne trentaine d'années, puis ensuite on partait enfin à la retraite, et puis en gros on avait une carrière à peu près linéaire, soit dans le même métier, soit en tout cas c'était des évolutions qui paraissaient à peu près logiques, et on pouvait mettre en adéquation un âge avec une position, soit dans la hiérarchie, soit dans la carrière, et c'était quelque chose qui était assez évident, qui était assez linéaire. Et du coup, les départements de ressources humaines qui sont
parmi des institutions qui sont nées dans ce paradigme industriel qui nous a donné cet héritage-là, ben, ont appris à recruter d'une certaine manière. On recrute des jeunes, on les garde, on les fait grandir, etc. Et puis après, bah, tel poste, on imagine qu'à tel poste, il faut quelqu'un de tel âge, etc. Il y a une vision qui est très agiste. Or, ce qui se passe, là aussi, ça date pas de la pandémie depuis un peu plus longtemps, c'est que les transitions se multiplient. Il y en avait déjà, mais beaucoup de gens ont des carrières qui sont beaucoup plus chaotiques qu'avant. Pour tout un tas de raisons dont on a mentionné certaines au début. Parfois, c'est aussi par des aspirations. C'est d'un coup se dire, bah, je peux faire d'autres métiers. Ma vie est tellement plus longue finalement et ma carrière tellement plus longue que me reformer à 42 ans pour faire complètement autre chose, c'est envisageable, c'est possible. Or, une personne de 42 ans n'est pas recrutée comme débutante. Ou bien les formations qui sont proposées à des personnes de 43 ans pour changer de métier, on propose les mêmes formations à quelqu'un de 43, 44 ans qu'à quelqu'un de 20 ans, comme si on allait s'arrêter 2 ans de travailler et se priver de revenus, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui ne colle pas. Et les entreprises, pareil, ben, en fait, sont souvent très agistes dans leur recrutement parce que soit ne regarde pas les potentiels des jeunes. Et en France, par exemple, on a quand même un chômage des jeunes qui est très important parce que pour une raison ou une autre, il y a beaucoup de jeunes qui échappent qui semblent échapper de ce vivier ou ne sont pas envisagés comme un vivier potentiel alors qu'elles pourraient l'être. Et puis, on a la tranche, par exemple, je vais revenir encore aux mères de famille, ce gros vivier inexploité, de ces mères qui se sont parfois arrêtées ou qui ont été à temps partiel, qui ont énormément de mal à revenir sur le marché du travail parce que on leur en tient rigueur. On leur dit, bah, c'est trou dans le CV, vous n'êtes pas crédible, madame. Fallait pas vous arrêter. Et tout d'un coup, c'est comme si, voilà, les belles carrières leur étaient fermées et elles se retrouvent face à un agisme doublé de sexisme qui fait qu'un vieil. Et puis après, on a encore des personnes de 50 ans qui voudraient changer d'emploi, mais qu'on perçoit comme trop âgées, comme si elles n'étaient plus capables de à nouveau de se former, de faire quelque chose. Et donc, on se prive aussi de ce vivier-là à cause d'une vision trop rigide et sclérosée de l'âge, alors que maintenant, les choses bougent beaucoup et on devrait beaucoup regarder cette différence entre l'âge biologique, l'âge social, l'âge administratif, l'âge professionnel, qu'il y a des gens qui ont déjà changé plusieurs fois de carrière, dont la plasticité professionnelle est importante et dont l'expérience, évidemment, est aussi précieuse. Donc, la fin de la vie en 3 phases, c'est un grand défi de changement de paradigme pour le recrutement dans son ensemble parce qu'il faut regarder les choses autrement. Peut-être avoir des programmes spécifiques qui vont adresser tous ces viviers un peu inexploités, dans lesquels il y a des talents précieux qu'on pourrait vraiment, auxquels on pourrait faire appel, mais on ne sait pas le faire. L'autre chose, et Justus en parlera beaucoup mieux que moi, c'est qu'on sous-exploite beaucoup tout ce qui est possible en interne, même parmi l'école blanc. Voilà, passer par exemple d'un département des ressources humaines à un poste commercial, quelque chose qui est proposé, parce qu'on a cette vision adéquationniste où si tu n'as pas un diplôme de ressources humaines plus 6 ans d'expérience dans les ressources humaines, tu n'es pas crédible pour faire des ressources humaines. Et donc, ça empêche cette mobilité plus horizontale ou cette mobilité en damier qui n'est pas que monter dans la hiérarchie, qui n'est pas que avoir plus de responsabilités managériales au fur et à mesure qu'on monte dans une carrière. Ça peut être tout simplement faire autre chose. Ça, c'est très sous-exploité. Voilà. Et puis, dans le changement de paradigme, il y a des choses aussi évidentes. Tout ce qui est la transformation de l'organisation du travail qui résulte de cette hybridation croissante. Mine de rien, c'est quand même qui sont télétravaillés. Et en fait, beaucoup plus si on regarde au niveau des tâches. Parce qu'au niveau des tâches, vous avez des tas d'emplois qui, en apparence, ne sont pas télétravaillables, comme, je veux dire, un plombier. Un plombier, vous dites, il va sur un chantier. Un plombier, il s'occupe des tuyaux. Oui, sauf qu'il s'occupe des fournisseurs, il s'occupe de faire des factures, il s'occupe de faire ses commandes, il s'occupe de gérer les devis, etc. Et en fait, c'est peut-être une belle partie des tâches qui peuvent se faire à distance. Et donc, en fait, il faut repenser l'ensemble des emplois de manière plus granulaire au niveau des tâches pour comprendre que on vit un grand chamboulement, un changement de paradigme dans notre rapport au temps et à l'espace. Et ça a des conséquences très concrètes sur le recrutement, sur le travail, sur la distribution géographique des emplois. Et là aussi, c'est un défi de taille pour les entreprises que de s'ajuster à ce changement de paradigme. Complètement en phase avec toi, Laetitia, ces viviers d'actifs, ces viviers des gens qui sont à disponibilité des entreprises qui sont
peu exploité ou mal exploité, c'est énorme. On le voit ça avec nos clients souvent, que j'entends souvent au début d'une discussion, oui, mais on est sur un marché pénurique. Oui, mais sauf que est-ce que vous connaissez déjà vous-même tous les gens qui sont au sein de votre entreprise et souvent et c'est seulement au sein de leur propre entreprise et souvent la réponse est non. Parce qu'ils n'ont pas cette vue exhaustive sur l'ensemble des actifs au sein de leur société. Et après, il y a des gens sur le marché d'emploi, comme tu as mentionné, en passif, normalement, on a un devoir de ramener dans la vie active. Et je pense, là-dedans, il y a un certain peur de non, faut pas que j'ouvre des CDI, que tu l'as mentionné avant, Tom, Laetitia, je trouve ça très pertinent. CDI veut pas dire pas précaire. Par contre, ce qu'on peut créer, c'est l'emploi. Et je pense, c'est là aujourd'hui dans notre manière de changer dans l'RH et accélérer les processus de recrutement, on peut être très pertinent parce que on doit être capable, nous, en RH, on devrait être capable de donner faciliter accès à la ressource à nos opérationnels, aux gens qui ont besoin la main forte, qui pourront créer l'emploi dans nos points de vente, dans nos usines, dans nos cuisines. Mais je sens aussi que c'est, oui, les process une innovativité, mais c'est aussi une question de responsabilité des fois, où ce staffing interne tombe au milieu des gués entre les opérationnels, l'RH, et ce qu'on a vu chez certains de nos clients où ça marche particulièrement bien, parce qu'on a parlé beaucoup des choses qui sont améliorées, mais il y a quand même des entreprises qui font du très bon travail là-dessus. Qu'il y a une personne responsable du staffing, responsable de positionner les gens sur les bons postes, qui est à la convergence de l'offre et la demande. Et cette personne-là peut justement maximiser cet emploi-là. Et je vous encourage, vous tous, à interroger les gens qui sont des staffing managers ou responsables du staffing dans les entreprises, parce que eux-mêmes, c'est un peu bateau pour le dire, mais c'est quand même mieux de faire travailler 2 personnes 50% du temps au lieu d'essayer de positionner 10 personnes 10% de leur temps. Et ça nous amène un staffing de grande qualité avec beaucoup moins d'efforts, et c'est justement là on se rapproche aussi d'un changement d'espace-temps qui est très important. Merci à vous deux sur ce point. Je pense que c'est très riche et il y a beaucoup de choses à dire, et le chrono tourne et on arrive déjà à la fin de nos 45 minutes d'échange. J'aimerais bien qu'on fasse une ouverture avant juste de répondre aux quelques questions qui ont été remontées sur finalement le rôle du RH. Je l'entends dans ce que vous dites tous les deux depuis le début de ce webinaire, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers un rôle plus stratégique du RH, c'est-à-dire que son rôle, c'est plus d'être en mode passif et de subir de son côté, mais être acteur et plus acteur dans son rôle. Et finalement, il a le rôle d'avoir l'importance de fluidifier l'accès à la ressource en interne. C'est son rôle de demain. Donc, juste pour conclure là-dessus, et après j'ai une slide sur staffing manager. Justus, on a déjà plus ou moins parlé de cette fonction centrale maintenant qui soit localisée au niveau des opérations, soit au niveau des RH, qui est clé. Mais c'est quoi le rôle du RH de demain? C'est juste pour ponctuer sur cette fin de présentation. Pour vous. Laetitia, si tu veux démarrer, c'est toi qui vois. Je dirais que sous toutes ces formes, le plus grand défi et la plus grande opportunité pour les DRH, c'est de faire sortir leur entreprise de l'adéquationnisme sous toutes ces formes pour débloquer énormément de talents, de ressources et en effet fluidifier complètement les choses, avoir des bonnes personnes, et ça a aussi un rôle sociétal qui peut être extraordinaire pour des seniors qui voudraient travailler plus, pour des personnes à temps partiel qui n'arrivent pas à retourner à temps plein. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens à temps partiel qui voudraient travailler davantage.
Donc en fait, voilà, du coup, il n'y a pas de pénurie finalement si on regarde les choses comme ça. Il y a un rôle à avoir. Alors l'entreprise n'est pas seule. On l'a vu, il y a des sujets qui sont plus politiques, qui sont économiques, mais il y a quand même une opportunité extraordinaire si on est plus innovant et plus avant-gardiste pour casser cet adéquationnisme. On a évoqué quelques pistes. Eh bien, on peut donner à son entreprise une belle longueur d'avance quand même. Je suis complètement en phase et j'ajouterais juste un mot oser. Je dirais aux RH, oser d'innover, oser de penser différemment, oser d'être moteur du changement au sein de votre entreprise, oser de devenir proche et créer de la proximité parce que ils ont besoin de vous. Moi, je pense que c'est le bon mot de la fin. On est pile dans les temps. Voilà, je passe la slide sur le staffing manager. On en a parlé ensemble. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre rapidement de 2-3 questions qui ont été posées le long du webinaire. Certains d'entre vous ont demandé si la présentation pourrait être accessible. Oui, elle sera accessible à la fin du webinaire. On pourra vous la communiquer, ainsi que l'enregistrement en replay. On a une question de Charline qui dit que nos clients nous demandent des candidats avec de l'expérience, avec des compétences confirmées sur des métiers techniques, mais on a de moins en moins de profils comme ça. Comment convaincre les RH et les opérationnels? Justus, vous voulez répondre? J'avais un problème avec un problème technique. Je n'avais pas entendu la question. Je la répète. C'est donc Charline qui nous demande, nos clients nous demandent des candidats avec de l'expérience, avec des compétences confirmées sur des métiers techniques, mais on a de moins en moins de profils. Ça, je pense qu'on le constate tous. Comment convaincre les RH et les opérationnels aujourd'hui? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a bien sûr plusieurs manières de faire, dont bien sûr la formation, investissement dans la formation au sein de nos entreprises pour justement pousser à la conversion. Je pense, Laetitia, tu peux être beaucoup plus apte à parler à ça. Nous, on sait aussi, certains de nos clients nous utilisent pour justement créer des passerelles entre métiers, des passerelles entre sites pour justement favoriser aussi l'apprentissage en direct avec les opérationnels. Et c'est là, les opérationnels et les équipes apprécient beaucoup. Mais peut-être pour le volet formation, Laetitia, c'est toi qui a une meilleure réponse que moi. Je ne pense pas que j'ai une meilleure réponse que toi, mais en tout cas, la formation est centrale, mais c'est pas le seul sujet. Et en fait, on a un changement qui est celui du rapport à ce qu'est la légitimité professionnelle. Et en fait, ça, c'est une des choses qui est en train d'être complètement changée parce que transparence en ligne, possibilité de montrer ses qualités professionnelles autrement qu'avec X années d'expérience et puis un CV classique. Et donc, en fait, cette question qui consiste à dire comment est-ce qu'on peut convaincre les RH et les opérationnels ou les clients de la légitimité professionnelle d'un profil qui va être différent, soit qu'on a formé sur le tas très vite, soit qu'on a... Et ben ça, c'est quelque chose qui est rendu plus facile par tout un tas de moyens qui vont être des moyens qui apportent plus de transparence. Ça peut être des choses qui peuvent être un peu dystopiques, comme les notes données par les clients sur des missions précédentes, sur des freelances, par exemple, mais ça peut aussi être plus concrètement des manières d'évaluer les capacités des candidats qui vont être plus innovantes. Alors qu'avant, on avait besoin d'un diplôme précis ou de preuves de compétences ou preuves de légitimité professionnelle classique. Et bien là, on a un champ qui est ouvert de manière de faire différemment. Dans le monde très qualifié des développeurs informatiques, on a un exemple de ça qui est très visible, c'est que avant, on voulait des gens qui avaient une école, un diplôme, etc. Puis petit à petit, les développeurs, ils ont appris à prouver leur légitimité par le code lui-même, par l'appréciation de leurs pairs sur des plateformes, par l'open source, etc., etc. Et maintenant, les gens qui se lancent, le diplôme, on s'en fiche un peu. On a moyen de prouver qu'on est capable d'être performant au travail beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Donc là aussi, c'est un chamboulement d'un monde de la légitimité classique offerte par des institutions extérieures
et des formations validées avec un tampon, eh bien, on passe à un monde qui est beaucoup plus flexible dans les manières de… Ça reste assez abstrait ce que je dis là, mais j'ai donné l'exemple des développeurs informatiques qui est très concret. Et ben, il y a d'autres secteurs où c'est en train d'arriver. On peut appeler ça le changement de la légitimité professionnelle, le changement de paradigme en matière de légitimité. Ok, super. Merci à vous deux. On a une autre question de Miguel sur le tableau présenté sur la slide précédente. Je reviens dessus pour information, ce tableau-là, de l'expliquer davantage. Et en gros, qu'est-ce que ça explique concrètement sur le rôle du RH? Je peux potentiellement apporter une réponse à mon niveau, si vous voulez, comme ça on se partage le temps de parole sur ce point. En gros, ce schéma-là, c'est quoi? C'est le RH, il doit se positionner sur un rôle plus stratégique en changeant son rapport au candidat et à son écosystème d'emploi. Et le RH, il n'est pas là juste pour contrôler et avoir un rôle de sécuritaire, entre guillemets, en bout de chaîne. Il est là pour être facilitateur et pour fluidifier l'accès à la ressource in fine, quel que soit le pool de vivier dans lequel on va chercher la ressource. Donc, il doit vraiment changer, on a vraiment ce changement de paradigme sur son rôle, c'est-à-dire qu'il arrête d'être juste contrôlant, mais il est facilitateur tout en gardant son rôle de garde-fou derrière. Donc, c'est l'image qu'on veut faire passer derrière ce schéma. J'espère avoir répondu à la question. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Et dernier point, et après je pense qu'on clôturera ce webinaire, de Clément qui demande si tous les viviers d'emploi sont facilement identifiables et activables. Je me permets à répondre. La question, la réponse à la question est très simple. Oui. Dans mon appréciation, oui. On le voit aujourd'hui avec nos clients. Quand on met à disposition, quand on leur donne la vision exhaustive, instantanée de tout leur vivier et tous les gens qui sont dans leur écosystème d'emploi, on peut matcher offre et demande et on peut donner la visibilité sur toutes les personnes et bien sûr avec des mécanismes qui existent dans notre plateforme, enrichir les discours, enrichir l'engagement de ces viviers-là. Donc ça veut dire les enrichir et continuer de les alimenter avec bien entendu le recours au recrutement classique et aussi des viviers, des nouveaux viviers qu'on peut créer tout à fait facilement ensemble. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ok, et ben je pense qu'on arrive à la fin de cette session. N'hésitez pas, si vous souhaitez échanger sur ce sujet, si vous avez des problématiques sur ce sujet, à nous contacter directement. Le replay de ce webinaire sera disponible de toute façon sur Webikio et nous, on le communiquera aussi aux personnes qui ont participé ou non à cette session. Merci à vous deux, Justus et Laetitia, pour cet échange. Faire tenir ce sujet-là sur 45 minutes, je sais que c'est un peu un challenge puisque c'est très vaste, très riche. Donc, merci à vous deux pour votre retour d'expérience là-dessus. Et merci aux participants. J'espère qu'on a pu vous donner des informations suffisamment pertinentes pour vous faire aussi avancer au quotidien. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Justus, Sarah. Au revoir. Au revoir.